Si tu crois que tu vas me parler comme ça ne va pas durer, je te le dis. Petite insolente que tu es. Oh, lâche-moi les baskets, c'est toujours la même chose avec toi. J'en ai marre de ces vieux cons qui pigent que dalle. Oh, elle a raison. Elle a raison, j'aurais jamais dû avoir des enfants. C'est absolument affreux. Pourquoi je suis devenu père? C'est vraiment désespérant. Oh, lâche-moi les baskets, c'est toujours la même chose avec toi. J'en ai marre de ces vieux cons qui pigent que dalle. Me traiter de vieux con? Moi, je me sens désespéré. J'ai tellement envie d'avoir confiance en moi. Oh, lâche-moi les baskets, c'est toujours la même chose avec toi. J'en ai marre de ces vieux cons qui pigent que dalle. Quand tu me dis ça, est-ce que tu te sens frustré parce que tu as besoin de compréhension? C'est quelque chose comme ça? Quand nous prenons cette position-ci, nous sommes dans la réaction inconsciente, que ce soit là ou là. Nous sommes en train d'obéir à des vieux schémas que nous avons mis en pratique depuis 10 000 ans. Donc c'est difficile pour moi de changer ça de mon vivant. Et pendant que nous sommes dans la réaction inconsciente, il y a évidemment des pensées qui viennent, des idées, des interprétations, tout se passe là dans la tête à une vitesse abominable. Jugement, critique, et puis je n'hésite pas à imaginer comment je vais punir Anne-Sophie, ça vraiment, pour cette insolence. Et si je passe à l'autre côté de la barrière et je fais des éloges ou je donne des récompenses à Anne-Sophie pour quelque chose qu'elle a fait qui me fait plaisir, je suis dans la même énergie. Et finalement, récompense ou punition, c'est à peu près la même chose. Alors, nous sommes dans le pouvoir sûr, nous sommes dans la domination. Et c'est difficile d'en sortir. Et je pense que si vous regardez vos vies, vous allez vous voir tantôt dominé, tantôt dominant. C'est le cas de tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'ici. Et c'est beaucoup nous demander d'imaginer autre chose. Parce que si ça ne fait pas 30 000 ans, certains disent 30 000 ans que nous sommes là-dedans, d'autres 10 000 ans, ça fait longtemps avant que je ne sois sur la terre. Quand je suis là, je suis toujours dans la réaction inconsciente, et là, je suis en lien avec mes sentiments, je suis en lien avec mes états émotionnels, et c'est très douloureux ce que je sens. Je peux avoir de la colère, je peux avoir de la tristesse, je peux avoir de l'impuissance. Et s'il s'agit d'éloges et de récompenses, je peux être dans la fierté et en même temps dans la dépendance. Et je suis surtout dans la soumission. Je suis peut-être dans la fuite, mais une chose est sûre, je suis dans le pouvoir sous. Et curieusement, il n'y a pas de pouvoir sûr sans qu'il y ait pouvoir sous. Quand je change maintenant de côté et j'entre en conscience, j'ai une réponse consciente maintenant. Je vais de nouveau avoir des pensées, des idées et des interprétations, ça c'est sûr. Chaque fois que j'observe, je juge. Chaque fois que j'observe, je pense à ce que j'observe. Ce qui est intéressant aussi, et je peux vous le dire d'avoir été là-bas, c'est que ici aussi, je suis en lien avec mon corps. Donc il y a des choses qui se passent chez moi, des choses qui se vivent tant dans mes émotions que dans mon corps.
En dessous de cela, il y a ce à quoi j'aspire. Il y a une motivation profonde qui engendre un état émotionnel qui, à son tour, engendre une sensation corporelle. Et je vais me servir consciemment de tout cela pour mieux communiquer ce qu'il y a de plus vivant en moi. Et c'est cela qui nous permet d'aller vers la synergie, vers la collaboration. C'est pas facile parce que nous avons de longues habitudes, soit de pouvoir sur, soit de pouvoir sous, et vous vous reconnaissez. Si je viens ici, je suis toujours dans la réponse consciente, et maintenant je vais m'exprimer devant mon interlocuteur, et je vais observer avec Anne-Sophie, j'ai observé ce qu'elle a dit. Je lui ai dit ce que j'ai compris de ce qu'elle a dit. Peut-être que je n'ai pas répété exactement ce qu'elle a dit, mais je lui ai donné l'occasion de se dire, tiens, il m'a entendu. Ensuite, peut-être me servant de ce qui se passe dans mon corps, je vais trouver ce qui se passe dans mon cœur. Quel est le sentiment qui est là? Et quel est le sentiment qui est là chez elle? Nous sommes deux au niveau de nos sentiments. Et je vais aussi aller plus loin en devinant ce qui se passe chez Anne-Sophie. Je vais lui demander si elle a tel sentiment, parce qu'elle a tel besoin, dans ce cas-ci non comblé. Et puis, nous allons passer à l'action. Ça va prendre la forme d'une demande, ça va prendre la forme de quelque chose que je fais, mais nous concluons en essayant d'inclure l'autre personne. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de prendre des cas concrets que les parents vivent, que les professeurs vivent avec des enfants. Et je me propose de commencer au début. Le début, c'est d'abord l'enfant vagissant et bavant dans les bras de la nourrice. C'est probablement pas les bras de la nourrice, mais les bras du papa ou les bras de la maman. Et je sais, quand je suis revenu de l'hôpital avec ma première fille, je me suis dit après 15 jours que les êtres humains ne sont pas faits pour ça. C'est pas possible de se réveiller 4 à 5 fois la nuit et encore survivre. Et je me suis dit, je vais probablement mourir et ce sera un cadeau pour le monde parce que je n'en sors pas. Alors imaginez, vous êtes au lit et votre enfant pleure. Alors peut-être vous vous levez dans le vieux schéma de « je dois ». Je suis le parent, donc je suis obligé de me lever. Ma grand-mère se levait, son arrière-grand-mère se levait, et le grand-père parfois aussi. Et comme nous sommes au temps moderne, eh bien, c'est papa et maman qui partagent ça. Et donc, je me lève par devoir. Combien je pèse quand je me lève par devoir? Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais je me souviens très bien, je pesais 5 tonnes. Donc, est-ce qu'on peut faire ça autrement? Est-ce qu'on peut simplement rester là, dans son lit, et se consulter? Et de se dire, quand j'entends pleurer ce bébé, qu'est-ce que je me sens exaspéré? J'ai tellement besoin de repos. Et curieusement, quand vous touchez correctement votre besoin du moment, votre besoin de repos, il y a une énergie qui vous vient. Et là, il y a une place qui se fait pour l'autre. Et maintenant, vous pouvez vous dire, tiens, ce petit être, il est quand même bien en lien avec lui. Hein. Et ça éveille un autre besoin chez moi. Le besoin de contribuer au bien-être des autres. Et quand je me lève à ce moment-là, combien je pèse? Je me lève pour moi et pour le bébé. Eh bien, moi, je peux vous dire d'expérience maintenant que je pèse une plume.
Et avec quelle énergie je vais vers le bébé maintenant? Quand j'étais dans cette énergie-là, je vais avec beaucoup de ressentiment vers mon bébé. Quand je suis dans cette énergie ici, je me suis consulté. Je sais que j'ai un besoin de repos. J'ai pu imaginer ce que c'est pour moi d'aller vers le bébé. Et donc, je vais négocier avec mon besoin de repos. C'est vrai que juste là, pour le moment, je ne vais pas pouvoir répondre à mon besoin de repos. Mon besoin de repos est important. Sans que je me repose, mon bébé ne survit pas. Donc, qu'est-ce que je vais dire à mon besoin de repos? C'est quelque chose comme ceci. Besoin de repos, tu es très important pour moi. Pour le moment, j'ai un besoin prioritaire qui est de contribuer au bien-être des autres. Et j'ai envie aussi de te dire que je te porte dans mon cœur et que je vais te choyer, mais pas juste là maintenant. Alors, vous allez parcourir votre nuit et votre jour pour voir s'il y a un moment où vous pouvez fixer rendez-vous avec votre besoin de repos. Par exemple, à 1h30 l'après-midi, je te donnerai une demi-heure. Ça va? Oh oui. Oh, ça c'est super, répond le besoin de repos. Parce que, figurez-vous, nos besoins ne sont pas gourmands. Nos besoins sont très choux. En fait, oui. Ils veulent un geste. Ils ne demandent pas la lune. Donc, vous voilà en train de répondre à votre besoin de contribution au bien-être des autres et vous avez négocié un moment où tenir compte, où choyer votre besoin de repos. Il se peut qu'arrivé à l'heure négociée, vous avez encore un besoin plus important. Ne jouez pas ce jeu trop souvent. Sinon, votre besoin de repos ne vous prendra plus au sérieux. Il est encore possible de renégocier. Donc, soyons conscients de ce qui se passe en nous et essayons d'imaginer ce qui se passe chez celui qui est en face de nous. C'est cela qui va nous permettre d'entrer dans des relations de collaboration et de créativité. Alors j'avance. Je prends un tout petit qui pique le biscuit de son camarade en classe en maternelle. Alors, moi je suis institutrice en maternelle et je dis « Tu ne peux pas faire ça, ça c'est méchant, c'est son biscuit ». Alors le petit, il est tout petit, il ne sait pas où se mettre tellement il a honte d'avoir fait ce qu'il fait. Et il est bel et bien dans le pouvoir sous. Il est tout petit et moi, l'institutrice, je suis toute grande pour le moment. Mais en fait, après ça, je dois vivre avec moi-même. Alors je me consulte et je me dis, oh là là, c'était difficile pour lui d'entendre ça. Et comment je me sens? Eh bien, moi, je me sens débordé. Il y a tellement d'enfants et je suis débordé et en fait, je vois que je n'ai pas vraiment confiance en moi. J'adorerais avoir confiance en moi, de pouvoir gérer ces problèmes, ces conflits sans lever la voix. Je pense que pour ce petit bout, c'était quand même très violent ce que j'ai fait. Et maintenant, je peux me mettre à sa place, à lui. Celui qui pique le biscuit et celui dont le biscuit est piqué. D'abord, celui qui pique le biscuit. Comment il se sent, lui? Moi, je pense qu'il se sent frustré parce que lui, il a besoin de compter et il voit que quelqu'un d'autre compte plus que lui. Il a un biscuit. Donc, je vais lui prendre son biscuit. Et celui à qui on prend le biscuit, comment il se sent? Il se sent en colère. C'est mon biscuit. Et là, le besoin, c'est le besoin de protéger ce qui est à nous, de nous protéger nous et ce qui est certainement à nous. L'énergie qui circule maintenant entre l'institutrice, le gosse qui a piqué le biscuit, le gosse à qui on a piqué le biscuit,
c'est autre chose. Ce n'est plus tu as tort et j'ai raison. Il n'y a rien de plus lourd pour une relation que de savoir que quelqu'un a raison et que quelqu'un d'autre a tort. Et je n'imagine pas qu'il y ait grand monde ici qui n'ait pas entendu enfant, et moins enfant, qu'il ou elle a tort. C'est difficile. Et ça ne favorise pas une relation de collaboration. Or, ce que nous cherchons, c'est une relation de collaboration où nous allons trouver des solutions qui sont bonnes pour l'enfant et bonnes pour moi. Un enfant de 5 ans qui ne veut pas s'habiller pour aller à l'école. Il y en a, c'est rare, mais ça arrive. Et le pire, c'était le premier mot et demi de ma phrase. J'ai dit l'enfant. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose qui vous met là, c'est mon enfant, il va s'habiller. Vous imaginez comment se sent l'enfant? Oui, c'est tout petit là. Donc, comment pouvons-nous faire pour entrer en relation avec l'enfant qui dit qu'il ne veut pas s'habiller? D'abord, oubliez que c'est un enfant, c'est un être humain, à part entière, comme vous, comme moi. Il y a une différence, il a moins d'expérience que nous, et vous avez sans doute vécu l'expérience de savoir que l'expérience, ça apporte plus ou moins selon les personnes. Ce qui est important, c'est que vous êtes face à un être humain. Donc, que vais-je faire dans un premier temps? Dans un premier temps, je vais m'imaginer à sa place et je vais me dire, tiens, quand il ou elle se dit qu'il ne veut pas s'habiller, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Oui, c'est quelque chose comme une irritation profonde là, parce que l'enfant a besoin d'autonomie. Oh, besoin d'autonomie. Et on a peur même de penser ça, parce que ça a des relents de céder. Je vais céder devant mon enfant parce que j'ai entendu son besoin. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, parce que moi aussi, j'ai des besoins. Et mon besoin est un peu différent du sien. Quand lui me dit qu'il ne veut pas s'habiller, moi je me sens frustré. J'ai en tête 36 000 choses que j'ai à faire aujourd'hui, et si je dépose X à l'école à 8h25, j'y arrive. Si je dépose X à l'école à 9h moins le quart, j'y arrive pas. Donc, moi, je suis dans une certaine exaspération, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, et j'ai vraiment un besoin de faire le meilleur usage de mon temps et de mon énergie. Ah, oui, c'est ça, mon besoin là. Donc maintenant, j'ai quelque chose que je peux dire à mon enfant. Oui, mais vous allez me dire, un enfant de 5 ans ne comprend pas un langage comme ça. Eh bien, moi, je peux vous dire que mon chat comprend très bien un langage comme ça. Mon chien encore plus, parce que le langage compris du chien est encore plus élevé, je crois, que le langage compris du chat. Et ce que l'enfant reçoit surtout, c'est mon intention. Donc quand je lui dis ceci, vous allez voir, essayez. Quand je vois que tu ne t'habilles pas, je me sens vraiment exaspéré, parce que j'ai vraiment besoin de faire le meilleur usage de mon temps et de mon énergie. Et je voudrais savoir ce que ça te fait quand je te dis ça. Et votre enfant répond. Vous allez voir que plus tard, quand on montera dans les âges, la réponse sera différente. Mais la réponse dit, j'ai entendu quelque chose, j'ai le même besoin que toi, mais pour le moment, j'ai un autre besoin, et c'est mon besoin d'autonomie. Alors je vais changer de chaise et je vais dire à l'enfant, quand tu ne t'habilles pas, est-ce que tu te sens triste parce que
tu as un besoin d'autonomie, c'est quelque chose comme ça. Oui, moi j'aime bien faire ce que moi j'aime faire. J'aime pas faire ce que toi tu as envie de faire tout le temps. C'est toujours la même chose, c'est toujours toi qui décides. Quand tu m'imagines toujours décider, est-ce que tu te sens fâché parce que tu as envie d'équité? C'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que équité veut dire. Tu aimerais que toi, tu sois traité comme tous les autres sont traités, maman, papa, les grands-enfants, les moins grands-enfants, quelque chose comme ça. Mais oui, évidemment. Ok. Alors, nous ne savons pas ce que cela va donner dans l'immédiat. Je sais que ma femme a conduit un jour son fils à l'école en pyjama. Il n'a pas refusé de s'habiller après ça. En même temps, je pense qu'elle serait d'accord pour dire que c'était une action assez violente. Surtout qu'il a dû faire face aux copains, qui n'étaient pas très tendres avec lui. Il avait 7 ans. Ouais. Alors, si on avance, un enfant de 7 ans qui ne veut pas manger de légumes, et comme tout parent sait, les légumes, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Alors, c'est moi qui ai préparé ce repas avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience, et tu mangeras tes légumes. Ouais. Et vous avez votre système pour gaver le canard ou l'oie, parce que peut-être il va falloir le sortir. Alors, si on oublie tout ça, la réaction inconsciente est tellement coûteuse pour la relation tout court. Alors, je pense que je vais aller tout de suite en empathie avec cet enfant de 7 ans qui ne veut pas manger des légumes. Et je vais lui dire quelque chose comme ceci. Quand tu vois que, encore une fois, il y a des légumes comme à chaque repas, est-ce que tu te sens dégoûté parce que tu as envie de manger pour le plaisir? C'est quelque chose comme ça? Mais oui, évidemment. Évidemment, j'ai envie de me faire plaisir quand je mange. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne pourrais pas me donner des frites comme tout le monde? Donc c'est vraiment important pour toi d'avoir des aliments qui te font plaisir, c'est ça? Mais oui, c'est évident, non? Écoute, c'est pas tout à fait évident pour moi, parce que moi, quand je te vois manger seulement ce qui te fait plaisir, je suis en train de me dire, ça c'est du sucre, ça c'est de la graisse, ça c'est du sel, ça c'est pas bon et ça c'est pas bon. Et moi je me dis, moi j'ai une responsabilité envers toi, parce que j'ai plus d'expérience que toi. Et en fait, j'aimerais bien qu'il y ait une variété. J'ai pas envie de dire non au Coca-Cola, non aux frites. Et en même temps, j'ai envie que tout le monde mange ce qui est bon en même temps. Et j'ai un souci, moi. Et c'est la santé. La santé des gens, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je voudrais savoir ce que ça te fait quand je te parle de l'importance de la santé pour moi. Oui, oui, c'est important pour moi aussi. Oui. Même pas les légumes. Etc. Alors, si on avance un peu, on peut imaginer un enfant de 8 ans qui n'a pas du tout envie de se coucher. Ça pourrait être un enfant de 6 ou un enfant de 12, mais je suis ma progression. Et je dis à l'enfant, tu veux bien aller te coucher maintenant? Il est 8 heures. Non. Pas envie de me coucher. Alors, vous avez le choix, hein. Vous pouvez faire ça. Et croyez-moi que si vous faites ça, à l'âge de 8 ans, vous allez le payer à 16. Parce que à 16 ans,
Votre enfant a votre taille. Votre enfant a une voix aussi puissante que la vôtre. Et votre enfant n'a plus peur. À 8 ans, il a encore peur. Donc, est-ce que vous voulez l'habituer à la soumission? Vous pouvez l'habituer à la soumission. Et soit il restera un bon petit soldat, soumis toute sa vie, soit à un moment donné, il va se rendre compte que maintenant, c'est moi le pouvoir sûr. Donc, imaginons autre chose. Il ne veut pas se coucher. Et moi, je n'ai pas beaucoup de disponibilité intérieure pour lui pour le moment. J'ai juste un contact très fort avec moi et mon besoin de prendre soin de moi. Donc, je vais lui dire, quand j'entends que tu n'as pas envie de te coucher, je me sens mais vraiment irrité. J'ai tellement besoin de solitude, tellement besoin de prendre soin de moi. Et je voudrais savoir ce que ça te fait quand tu m'entends dire ça. L'enfant n'est pas sans réaction. Nous avons un cœur et des tripes. Nos enfants ont cœur et tripes aussi. Alors peut-être il va vous répondre ceci. Oui, je veux bien que tu prennes soin de toi, je veux bien que tu nourrisses ton besoin de solitude, mais moi, je n'ai pas envie de dormir. Ah, ça, c'est différent. Effectivement, je ne peux pas t'obliger à dormir. Est-ce que vous avez vu un maître faire dormir son chien? Ça ne marche pas non plus. Hein. Et je ne peux pas faire dormir mon enfant, sauf avec un coup de... Là, je peux le faire dormir. Donc, maintenant, je vais avoir une négociation avec mon enfant pour prendre compte de mon besoin de solitude et pour prendre compte de son besoin de... Et on va découvrir ce qui l'anime quand il dit qu'il n'a pas envie de se coucher. Quand tu me dis que tu n'as pas envie de te coucher, est-ce que tu te sens frustré parce que tu as envie de jouer? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Mais bien sûr que j'ai envie de jouer. Et j'ai aussi envie d'être avec vous. Mais j'ai entendu ton besoin de solitude, donc je veux bien renoncer à ça, mais je veux quand même jouer un peu. Donc, en fait, ça irait pour toi d'être dans ta chambre et jouer jusqu'à 9 heures si tu ne dois pas dormir tout de suite. C'est quelque chose comme ça? Oui, ça va. Ok. Donc, vous voyez comme à la fois, on entre en collaboration et on envisage des solutions qu'on n'avait pas envisagées avant, en collaboration, de façon créative, avec l'enfant. Au lieu d'être devant l'enfant roi qui dit « Je ne me couche pas !» et vous disparaissez en dessous de mon tissu noir, là, ou d'être vous en position dominante et votre enfant disparaît sous mon tissu noir, vous êtes dans une négociation où les besoins de l'un et les besoins de l'autre sont pris en compte. Et pour moi, ça c'est tellement, tellement précieux. Et je voudrais imaginer, elle est un peu plus âgée encore. Je vais enlever la veste parce que la veste, pour moi, ça fait partie des signes de domination. Et la cravate aussi, mais la cravate est difficile à enlever parce que je porte un micro à la cravate. Donc, je vais laisser la cravate. Et on va maintenant imaginer un enfant de 10 ans qui ne veut pas faire ses devoirs. Alors, quand mes enfants étaient à l'école, les parents avaient comme consigne de faire les devoirs toujours, avec tous les enfants. Donc, tous les enfants sont allés à la même école primaire et secondaire après, et nous étions très activement impliqués dans les devoirs, jusqu'à l'école secondaire, quand le professeur de maths m'a dit « Monsieur, c'est pas la peine d'essayer de comprendre les maths modernes maintenant. Vous devez faire une licence en maths pour faire ça. Laissez tomber. » Donc, votre enfant dit qu'il ne veut pas faire ses devoirs. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
Est-ce que vous allez monter sur vos grands chevaux, là, sur le tabouret, et hurler à votre enfant, « Si tu ne fais pas tes devoirs, tu seras privé de dessert !» Privé de scouts, privé de toutes sortes de choses. Non. C'est pas la peine. Aussi, c'est important de ne pas disparaître dans un afflacage là où vous êtes le parent indigne de ce nom et votre pauvre enfant qui a des devoirs à faire, non. Si on peut juste l'écouter d'abord, dans un premier temps, si on peut essayer de se mettre à sa place, et dès quand tu me dis que tu ne veux pas faire tes devoirs, est-ce que tu te sens là parce que tu as besoin d'énergie, c'est quelque chose comme ça? Mais oui, j'ai fait toute la journée à l'école, on est sur des bancs à l'école de 8h30 à 4, et moi j'en ai ras-le-bol. Et ton rêve, quand tu reviens de l'école, est-ce que c'est un rêve de liberté, de faire ce que toi tu as envie de faire? C'est quelque chose comme ça? Et moi je vous entends penser, je ne peux pas lui dire ça, il va croire qu'il ne va plus jamais faire des devoirs. Non, c'est pas ça. J'ai envie que vous puissiez oser le risque. Oser le risque, c'est écouter votre enfant là où il est vraiment en vie. C'est pas céder, c'est pas vous mettre là, ni vous mettre là, c'est de vous mettre en relation. Donc c'est vraiment important pour toi d'avoir un moment de liberté. Et je voudrais te dire comment moi je me sens à l'idée que les devoirs ne seront pas faits. Comme toi, moi je déteste les devoirs, c'est vrai, mais ça fait partie du système. Et on va essayer de trouver une solution pour tous les deux. Je vais te dire ce qui me passe par l'esprit quand je pense à toi ne faisant jamais de devoirs. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 3 ans, ni dans 6 ans, pas de devoirs. Tu veux bien t'asseoir sur les bancs de l'école pendant 6 ou 7 heures, mais après ça, c'est fini. Eh bien, moi, je suis archi inquiet quand j'entends ça. Et ça touche, je crois, mon besoin d'autonomie. Comment ton besoin d'autonomie, qu'est-ce que ça a à voir avec moi qui fais mes devoirs ou pas? Ça a à voir de la façon suivante. L'école, pour moi, c'est un tremplin vers la vie. Et moi, je rêve d'être un père fier de son enfant qui est dans l'autonomie, et moi aussi dans l'autonomie. Je plains les parents de très vieux enfants. Je plains le parent de 92 ans qui a un petit enfant de 65. Et je n'ai pas envie de me trouver là, tu vois. J'ai envie de te demander ce que ça te fait quand je te dis ça. C'est pas, en fait, papa, que je déteste les devoirs. C'est juste que c'est trop quand c'est l'école et les devoirs d'affilée comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu autrement? Donc, si je t'entends bien, c'est pas que tu ne veux jamais faire des devoirs, parce que si tu ne vas jamais faire de devoirs, je vais demander au juge de paix si je peux te retirer de l'école, parce que ça n'a pas de sens. Si tu vas dans un système où il y a des devoirs et toi tu ne fais pas de devoirs, on va de toute façon t'éjecter. Donc. Mais moi je vois que c'est pas ça. Tu me dis que toi, tu as juste envie d'une pause, une pause sérieuse entre la fin de l'école et le début des devoirs. C'est quelque chose comme ça? Ah oui, un peu de détente, papa. C'est vraiment quelque chose comme ça. Oui, tu as raison. Oui. Si je pouvais aller, par exemple, promener les chiens, est-ce que ça t'irait? Tu as envie de venir avec moi? Parce que là, ça comblerait 2 besoins pour moi. Ça comblerait mon besoin de détente et aussi mon besoin de lien. Moi, j'aime bien être en lien, et surtout avec toi, avec maman, avec mes frères et sœurs. Moi, j'aime bien ça. On y va? Alors, arrive l'adolescence tant crainte. Oui. Et peut-être on craint l'adolescence parce que,
quand nos enfants avaient 3 semaines, on n'était pas conscient de leurs besoins d'autonomie. 3 mois, 3 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, même chose. On n'était pas conscient de leurs besoins d'autonomie. Et pour moi, c'est très naturel qu'à l'âge où l'enfant a la même taille que nous, l'enfant commence à se dire « maintenant c'est le moment ». Maintenant, je fais ce que je veux parce que j'ai la même taille que mes parents. Oui. Et si je suis un garçon, ma voix baisse. Et si je suis une fille, je commence à me maquiller. Et donc, je suis vraiment pas pré-ado, je suis pré-adulte. Je suis pas pré-adulte, je suis très adulte. Donc, peut-être nous, on a des questions à se poser par rapport à comment nous avons vécu la petite enfance, l'enfance et la pré-adolescence. Et maintenant, je suis là avec un pré-ado qui joue trop, à mes yeux, aux jeux vidéo. Donc, je suis là. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis dans pouvoir sûr? Je suis le dominant et je coupe? Pas de jeux vidéo. C'est fini. Ou est-ce que je suis dans la soumission? Je dis, quand même, en 2009, les choses ont évolué. Et maintenant, les enfants font ce qu'ils veulent. Ouais, voilà. Ou est-ce que je peux m'écouter, moi? Est-ce que je peux aller à l'intérieur de moi et me dire, quand je vois mon enfant jouer pendant autant de temps à des jeux vidéo, je suis vraiment inquiet. Je suis vraiment inquiet parce que j'ai un rêve de santé. Et je lis partout les effets néfastes d'un écran devant les yeux. Une distance qui ne varie pas. Une lumière émise. Des jeux qui sont souvent dans la violence. J'aime pas ça. Je me dis que ça, c'est pas bon pour mon enfant. Alors, je vais lui dire quelque chose. Je vais lui dire quelque chose comme ceci. Quand je vois que depuis le début de la semaine, donc lundi, mardi et maintenant mercredi, tu joues avec des jeux vidéo pendant, j'estime, à peu près 1h30 tous les jours, je suis vraiment inquiet. Parce que ça touche un rêve de santé que j'ai. Pour le monde entier, j'aimerais imaginer 7 milliards de personnes en bonne santé, et particulièrement les gens qui sont proches de moi, parce que ces gens-là, je les vois. Et j'ai entendu de toutes sortes de côtés que regarder un écran à distance égale comme ça pendant de longues périodes, ben c'est pas bon. Et la violence que je vois dans certains de tes jeux, je me dis que ça, c'est pas excellent non plus. Et je voudrais savoir comment toi tu te sens quand tu m'entends parler de santé. Il peut y avoir comme ça un grand silence pour accueillir quelque chose de grave. Parce que la santé de mon enfant, c'est grave pour moi. Et figurez-vous, c'est grave pour mon enfant aussi. Et nos enfants n'ont pas mis de la cire dans leurs oreilles. Ils nous entendent. Et ils nous entendent d'autant mieux si nous sommes en lien avec nous. Ils nous entendent d'autant mieux si nous pouvons aussi être en lien avec eux. Quand tu passes 1h30 à des jeux vidéo, est-ce que tu te sens joyeux parce que ça comble ton besoin justement de jeu? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Mais oui, évidemment, moi j'adore jouer. Tu n'as jamais joué quand toi tu étais plus jeune à des jeux vidéo? À vrai dire, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je vivais beaucoup dehors. Un écran de télévision, c'était quelque chose qui ne m'intéressait guère.
Mais j'entends que pour toi, jouer, c'est vraiment important. Et pour moi aussi, c'est vraiment important. Et mon besoin de jeu, c'est comme ton besoin de jeu. Et là, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est juste pour moi, quand ça se concentre dans une seule forme comme ça, que les spécialistes ont l'air de dire « pas bon pour la santé ». J'ai cette inquiétude, tu vois. Si on pouvait varier les activités que tu mènes pour combler ton besoin de jeu, là, je me sentirais plus à l'aise, tu vois. Et peut-être, on pourrait, à nous deux, voir quelques autres jeux, dehors, dedans, ensemble, seuls, qui vont combler ce besoin de jeu. Pour imaginer ça. Il a 13 ans et il ne veut pas collaborer après le repas. Oui. Quand je vois que après le repas, on fiche le camp, tout le monde disparaît. Et je suis là. Non seulement j'ai préparé le repas, c'est à moi de débarrasser la table, de frotter la table, de mettre ce qui peut aller dans le lave-vaisselle, de laver à la main, poêle, casserole, etc. C'est le lot des mères. C'est le lot des pères. Alors moi, j'ai quand même envie de dire quelque chose à mon enfant. Quand je vois que c'est moi qui ai fait les courses, que c'est moi qui ai préparé le repas, que c'est moi qui ai mis la table, c'est moi qui débarrasse la table, c'est moi qui fais la vaisselle, moi je me sens vraiment exaspéré. Et j'ai un besoin de soutien énorme. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les pensées qui te viennent quand tu m'entends dire ça? Ça, c'est une réaction que vous pourrez obtenir de l'enfant. Une autre réaction serait comme ceci. Moi, je n'ai pas demandé de venir dans la vie, c'est vous qui avez décidé, donc vous n'avez qu'à faire la vaisselle et tout le reste aussi, hein, c'est pas à moi. Alors j'ai envie de donner de l'empathie à mon enfant. Et je n'ai pas envie de donner de l'empathie à mon enfant parce que j'ai envie de toujours faire le repas, mettre la table, débarrasser la table et faire la vaisselle. C'est pas pour ça. J'ai vraiment envie d'établir une relation de qualité en allant vers ce qu'il habite profondément. Et je peux me tromper complètement. Je n'ai pas raison parce que je devine ce qu'il vit, mais je vais essayer. Quand toi, tu quittes la table pour aller devant ton ordinateur, est-ce que tu te sens léger parce que toi, tu as envie de faire ce que toi, tu as envie de faire? C'est quelque chose comme ça? Mais évidemment, je suis comme tout le monde, j'aime bien faire ce que moi j'aime bien faire. Quand moi je t'entends me dire que toi tu aimes bien faire ce que toi tu aimes bien faire, je me dis tiens, ça moi aussi, j'aime bien faire ce que moi j'aime faire. Oui. Et c'est vrai que j'ai débarrassé la table, j'ai fait la vaisselle par choix. Parce que j'aime bien le résultat. La propreté, c'est important pour moi. Et l'ordre, c'est important pour moi. Oui, ça, c'est deux besoins qui m'habitent quand je choisis de faire la vaisselle. Et en même temps, il y a une frustration là, parce que mon besoin d'équité n'est pas du tout comblé.
Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Ce qui arrive souvent, quand on se dit profondément comme ça, c'est que l'enfant, qui a exactement les mêmes besoins que nous, est touché. Et j'ai vu ça arriver avec un petit de 4 ans. Sa maman avait suivi une formation de 4 jours. Elle est rentrée chez elle et elle a fait beaucoup de courses. Elle avait beaucoup de paquets en main. Elle s'est arrêtée sur les escaliers et elle a dit à son petit de 4 ans, elle a dit, quand je porte autant de sacs que cela, je me sens épuisée et j'ai un besoin de soutien immense. Et je voudrais savoir ce que ça te fait quand je te dis ça. Moi, ça me donne envie de prendre un de tes sacs, maman. Elle était très émue, juste en voyant que, en disant ce qui l'habitait profondément, son enfant avait l'élan de l'aider. Donc, c'est vers cela que la communication non violente a envie de nous mener, vers une relation où nous sommes dans l'élan, tous les deux dans l'élan. Et parce que nous sommes dans l'élan, nous sommes beaucoup plus créatifs que quand nous sommes dans soit le pouvoir sur, soit le pouvoir sous. Ça vaut la peine de l'expérimenter. Maintenant, l'ado est un peu plus âgé et il veut à tout prix un nouveau GSM. Et pas n'importe quel GSM. Pas du tout. C'est un GSM avec MP3, avec accès à ses emails. C'est le vrai gadget, quoi. Ouais. Et moi, quand j'entends sa demande, c'est sous le chapeau pour le moment, je ne lui ai pas dit ça encore, mais je me sens juste épuisé. Parce que j'ai vraiment envie de faire le meilleur usage de mes ressources. Et un GSM, tout gadget, c'est pas, non. Qu'est-ce que je me sens fatigué. Qu'est-ce qu'ils vont encore inventer pour me faire dépenser mon argent? Parce que c'est pas seulement des GSM. Hein. Non, c'est les vêtements, c'est les sacs sur le dos, c'est les godasses, c'est les sports, c'est l'équipement pour les sports. Ça n'arrête pas. En fait, je me sens désespéré. Oui. J'ai aucune confiance en moi. Je peux pas trouver tout cet argent-là tout le temps pour les 5. Vous imaginez? Fatigué. Mais fatigué que je suis. Comment vais-je faire? Oui. C'est vrai que j'ai un besoin de faire le meilleur usage de mes ressources. Et maintenant, j'ai envie de me mettre à la place de cet être humain qui n'a pas les moyens, lui, de s'acheter pas grand-chose, en tout cas. Il travaille un peu le week-end, il travaille dans un restaurant pour gagner de l'argent, il travaille dur. Je l'admire pour ça. Et en même temps, ça ne rapporte pas beaucoup. Donc, quand il imagine son GSM, avec tous ces gadgets dessus, comment il se sent, lui? J'ai l'impression qu'il est dans la peur, parce que ce qui est touché chez lui, c'est son besoin d'appartenance. Il y en a d'autres dans sa classe qui ont le dernier cri, et lui pas. Donc si lui n'a pas le GSM dernier cri, c'est un con, c'est un pauvre con. Et c'est difficile de vivre avec cette image de soi. Donc, comment pouvons-nous négocier ensemble?
quand j'entends que tu demandes le nouveau GSM dernier cri, moi je me sens assez frustré parce que moi j'ai un besoin criant qui est là de faire le meilleur usage de mes ressources. Et je voudrais savoir comment tu réagis quand tu m'entends dire ça. Eh bien, moi, je me sens découragé parce que tous les autres gosses à l'école, ils ont des GSM super et moi pas. Tu imagines ce que ça fait pour moi? Moi, je me sens vraiment comme l'idiot du village. Oui, donc, je vois que ça te touche. Quand tu me dis l'idiot du village, c'est pas facile d'imaginer le regard méprisant des autres. Si tu as cette interprétation-là, j'imagine que tu te sens découragé parce que toi, tu as besoin d'être accepté dans ton groupe. C'est quelque chose comme ça. Mais oui, c'est très important pour moi de dire que je fais partie du groupe. Sinon, je suis exclu. Et ça, c'est vraiment très dur, papa. Oui. Ça, c'est pas facile, hein, de maintenir sa confiance en soi, envers et contre tout, comme ça. Et je me demande comment, toi et moi, on va pouvoir négocier quelque chose qui est bonne pour toi et bonne pour moi. Je ne suis pas contre le GSM dernier cri. Je suis contre ce qui vient et qui va si vite. Je crois que c'est ça. Si j'avais la confiance que tu allais garder ce GSM pendant 3 ans, je me dirais ça va. Si j'imagine le prix étalé sur 3 ans, si je me dis que tu vas bien le traiter, bien le soigner, bien t'occuper, ne pas le perdre, je me dis ça va. Mais je vois si souvent, ce qui arrive, c'est que dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, il y a quelque chose de tellement mieux sur le marché. Et je te vois venir. Et ça, c'est une crainte que j'ai. J'ai vraiment envie d'aller vers plus de sagesse. Pas seulement moi, mais toi et le monde entier. Je ne suis pas contre ce qui est bon et performant. Je suis contre le changement pour le changement parce que je vois à ce moment-là que je gaspille mes ressources. Et je me demande si toi, tu serais d'accord pour me signer un contrat. Tu signes, je signe. Que moi, je t'achète ce GSM de tes rêves et nous sommes en 2009, au mois de décembre, et que toi, tu vas garder ce GSM jusqu'en décembre 2012. Ça va? Si tu me signes ça, je te promets que je ne perdrai pas le document, d'ailleurs je te donnerai un double, comme on fait avec tous les bons contrats. Et j'ai très confiance que, si c'est nécessaire, je trouverai le document pour te le montrer. Est-ce que ça t'irait, quelque chose comme ça? Et ça peut très bien aller, comme ça peut ne pas être accepté. Alors, votre enfant de 15 ans a une chambre en désordre. Si ça ne vous arrive pas, vous pouvez vous reposer pendant cette partie. Vous entrez dans la chambre et c'est la déprime, quoi. Parce qu'à vrai dire, il est même difficile de traverser la chambre. Alors, vous avez le choix, hein. Vous savez très bien que maintenant que votre enfant a 15 ans, la différence de taille n'est pas très grande. Et que donc vous pouvez monter sur vos grands chevaux, mais l'enfant vous connaît bien maintenant. Pendant les 2 années de sa vie, il n'avait qu'une sorte d'étude à faire. C'était vous. Donc il vous connaît par cœur. Et tout ce que vous avez fait depuis qu'il est né a confirmé qu'il avait raison. Ouais. Donc maintenant il a 15 ans
et sa chambre est pour moi en désordre. Donc, les grands chevaux, la soumission, où est-ce que nous allons venir ici? Et si on vient ici, on va être en lien avec soi et se dire, oh là 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 là, quand je vois qu'il y a du linge propre mélangé à du linge sale, ça ne vous arrive pas, ce n'est qu'à moi que c'est arrivé, je suis sûr. Quand je vois qu'il y a des papiers qui ont été pliés parce qu'il a marché dessus, elle a marché dessus, elle fait ça aussi volontiers qu'il. Et quand je vois qu'on ne voit pas très clair en dessous du lit, il y a des minous en dessous du lit, sur des vêtements en dessous du lit, sur des papiers en dessous du lit, sur des livres ouverts en dessous du lit. Et puis je vois un trognon de pommes. Je vais vous raconter quelque chose de bien pire que ça. Ma fille aînée aimait bien sentir la viande crue dans sa main. Et sa maman a trouvé un steak entier dans sa chambre qu'elle n'a pas vu immédiatement, mais elle l'a senti. Donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent se voir dans une chambre. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Jacqueline, quand je vois que dans ta chambre, il y a des vêtements sales mélangés aux vêtements propres que j'ai moi-même repassés et mis dans ta chambre, qu'il y a des papiers en dessous du lit, là depuis tellement longtemps qu'il y a des minous dessus, et que, en plus de cela, il y a des vêtements dans le rayon des livres, il y a des livres dans ton lit. Moi, je vais respirer. Je me sens très frustré parce que j'ai vraiment un besoin d'ordre. Et je voudrais savoir comment tu te sens quand je te dis ça. Comment besoin d'ordre? C'est ma chambre, non? C'est ta chambre, c'est vrai, et c'est dans notre maison. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de rat, il n'y a pas de cafard, mais ça ne va pas tarder. Et je crois que même toi, les rats et les cafards, c'est pas ton truc. En même temps, j'ai vraiment envie d'être avec toi dans ce que toi tu vis. J'ai l'impression que quand tu entres dans ta chambre, tu es d'abord en lien avec ton besoin d'autonomie, c'est ça? C'est ta chambre. C'est vrai. Et quand tu entends quelqu'un dire qu'il y a du désordre dans ta chambre, j'imagine que pour toi, tout est en ordre. Tu sais exactement où tout se trouve. Donc tu sais que tel vêtement est un vêtement sale, que tel vêtement est un vêtement propre repassé par moi. Et que ça te va comme ça. C'est vraiment ton besoin de liberté, ton besoin de reconnaissance pour tous les efforts que tu fais dans d'autres pièces de la maison. Et c'est vrai que je suis touché quand je vois les efforts que tu fais dans la cuisine, dans le salon. C'est vrai. J'ai envie d'honorer ça. En même temps, il y a quelque chose ici qui dépasse les bornes pour moi, parce que je vois qu'il y a un manque d'hygiène qui vient se mélanger au désordre, pour moi, désordre. Et je me suis demandé si toi, tu serais disposé à faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de cancre là. Moi, j'étais dans un très grand hôtel, dans un grand pays d'Afrique. C'est un hôtel 4 étoiles, intercontinental. Et il y avait des cancres là dans la salle de bain. Je peux te dire que ça ne fait pas plaisir. J'avais pas fort envie ni de prendre une douche, ni de prendre un bain. Et m'imaginer que ta chambre va être comme cette salle de bain, ça c'est trop pour moi. Je me sens désespéré à imaginer que
à l'époque où on vit, avec les appareils que nous avons pour enlever la poussière, qu'il y ait de la poussière à ce point-là, en dessous de ton lit. Et d'ailleurs, avec les vêtements propres mélangés aux vêtements sales, je vois que mon besoin de dignité humaine est touché. Si moi, je fais quelque chose pour la communauté, faire le linge, faire le repassage, j'aime bien qu'il y ait du respect pour ça. Je voudrais savoir ce que ça te fait quand je te parle comme ça. Ça m'embête que tu me parles comme ça. Parce que moi, je perds tellement de temps à mettre de l'ordre. Ça ne vient pas du tout naturellement pour moi de mettre l'ordre. Toi, tu fais ça facilement. Je suis touché quand j'entends ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Et j'ai appris parce que ça m'a coûté tellement cher de ne pas avoir de l'ordre. J'ai perdu des vêtements au mythe parce que je n'avais pas d'ordre. Et j'ai pas envie que ça t'arrive parce que c'est encore moi qui paye les vêtements. Et j'ai pas envie que ça t'arrive quand tu seras adulte parce que c'est toi qui devras payer les vêtements. Je voudrais juste attirer ton attention sur l'hygiène et quelque chose qui sème la confusion dans ton esprit quand ta chambre est comme elle est pour le moment. Est-ce que tu peux me dire comment tu réagis quand tu entends ça? Oui, maman. Je crois que j'ai envie de mettre de l'ordre après t'avoir entendu, mais pas tout le temps. J'ai quand même envie de faire comme moi j'ai envie de faire. Est-ce qu'il y a moyen d'imaginer que je mette l'ordre une fois par mois? Ça va? Et que donc, entre-temps, je peux laisser s'empiler le désordre et ça ne te fera rien. Du moment que moi, j'aspire et que je nettoie les poussières une fois par mois. Ça va, ça? C'est pas mon rêve. Et en même temps, j'ai envie de saluer la bonne volonté. Est-ce que ça irait pour toi de faire une chose plus souvent qu'une fois par mois? Quand je mets du linge propre et plié ou propre et repassé sur ton lit, est-ce que tu serais d'accord pour ranger le linge dès que tu le vois? Parce que voir mon travail sacrifié sur l'autel de ton besoin d'autonomie, ça me va très loin. Et j'ai pas envie de vivre le ressentiment par rapport à toi. J'aime bien ce que je fais pour toi. J'aime bien le faire. Et en même temps, si toi tu peux me rendre quelque chose sous forme de respect pour mon travail, ce serait super pour moi. Ça va? Quelque chose comme ça? Ha ha ha.